Donc merci Carsten pour la présentation de ce système extrêmement précaire qu'on nous vend comme notre futur, qui arrive à grands pas si on ne s'oppose pas très très fermement. Et je passe maintenant la parole à Pierre-Yves. Merci. Donc l'enchaînement va être facile puisque je vais raconter des choses exactement dans la même veine que Carsten. Je pense que le plus important, notamment pour la perspective d'aujourd'hui, c'est de se sortir de cette espèce de complaisance, il faut quand même l'appeler comme ça, dans laquelle nous, militants, souvent, je pense qu'il y a beaucoup de militants de diverses étiquettes ici, politiques, syndicales, etc., dans laquelle nous avons tendance à nous installer quand nous décrivons les réformes de l'ESR en France, en Europe, etc. Qu'est-ce qui sont forts, qu'est-ce que le plan est bien conçu, qu'est-ce que c'est cohérent, etc. Et Bologne, Bologne, c'est le laminoir qui uniformise tous les systèmes, qui les amène vers l'économie de la connaissance. Alors, tout ça est vrai, hein, mais je pense qu'il faut garder en tête que le divers est premier. C'est-à-dire qu'on part de systèmes universitaires différents, mais le divers crée du divers, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de convergence réelle des systèmes, en tout cas pas du tout au niveau de ce qui était fixé dans les textes du processus de Bologne. Avant-hier, j'ai relu, on peut toujours relire, hein, donc j'ai relu la déclaration finale de Lisbonne, du Conseil européen de Lisbonne, la stratégie de Lisbonne, des objectifs très ronflants qui ne sont pas atteints et qui ne peuvent pas l'être en fait. Puisque ce qu'il faut quand même toujours garder en tête, c'est que, alors Carsten a parlé d'Allemagne, je ne vais pas me lancer dans une dissertation, dans une comparaison sur la création de l'université Humboldt à Berlin et la création de l'université impériale en France 2 ans avant. 2 ans avant, hein, c'est simultané. Et en France, c'est 4 ans après le Code civil. En Allemagne, c'est simultanément avec la reconstitution de l'État prussien après sa disparition pendant l'hiver 1807. Donc la création des systèmes universitaires modernes, elle est liée à la création des États. L'université impériale fait partie des masses de granit de Napoléon Bonaparte, au même titre que le Code civil, que le bac, que le lycée, que le corps préfectoral, etc. Les universités font partie de la structure de domination. C'est pas on va créer une nouvelle société, disait Macron, tu citais non, c'est toi qui citais dans ton introduction l'école que nous voulons, créer la société que nous voulons. Non, l'école que nous voulons, créer l'élite qui nous gouverne. Et il faut bien comprendre que ce sont les mêmes qui sont chargés d'implémenter ces réformes. Donc toutes les contradictions des élites nationales qui sont présentes, et les élites nationales ne sont jamais homogènes, elles sont toujours traversées de contradictions, qui sont remises en jeu différemment dans tous les pays, en fonction de l'histoire, des vicissitudes, de la construction politique des États qui sont porteurs des systèmes d'enseignement supérieur et de recherche. Il suffit de comparer la France à n'importe quoi d'autre pour voir qu'il y a quelque chose qui s'appelle Polytechnique, qu'il y a quelque chose qui s'appelle Sciences Po, qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'ENA en France, qui sont des institutions d'enseignement supérieur, qui sont aussi en partie le cœur du pouvoir et de la formation des élites du pouvoir dans ce pays, qui sont très françaises et dont l'histoire est liée à des étapes très précises de l'évolution politique de la France et de la sociologie des élites françaises. Donc, le divers ne peut créer que du divers, puisque Bologne fonctionne comme excuse, comme prétexte, et va générer soit des réticences dans certains pans de telle élite nationale, soit au contraire des effets d'aubaine. Si tant est que ce soit vraiment un contraire, il suffit de penser à Polytechnique, qui s'est jeté sur l'excellence au début, et qui maintenant sort de l'IDEX, crée sa propre boutique, etc. Sciences Po, même chose, plus excellent, plus pro-européen, Bologne, etc., que Sciences Po il y a 10 ans, tu meurs. Là, ils ont renoncé au fric de l'IDEX pour ne pas avoir à toucher à la structure de la Fondation nationale des sciences politiques. Donc les contradictions sont là. Et en réalité, les systèmes nationaux sont de plus en plus illisibles, de plus en plus incomparables. Moi, je renonce de plus en plus à expliquer aux collègues étrangers dans les colloques comment fonctionne l'université française. C'est encore plus difficile qu'il y a 10 ans. Donc le divers, il est là. Et quand on regarde les réformes qui ont été implémentées pays par pays, on voit qu'il n'y a quasiment pas d'invariant en réalité. Il y a un invariant auquel on pense tout de suite, c'est les frais d'inscription, qui augmentent très. Bon, Carsten l'a dit, ça n'a pas marché en Allemagne.
Et en fait, toute la zone d'influence de l'université humboldtienne n'a pas connu de hausse des frais d'inscription. L'université est gratuite en Hongrie, l'université est gratuite en Pologne. Il y a des frais d'inscription en Autriche à la hauteur de ce qu'ils sont en France, et ils sont là depuis les années 70, ils augmentent au tarif de l'inflation. Donc il n'y a pas eu d'explosion des frais d'inscription dans toute la zone centre-européenne en réalité. Donc ça n'est pas un invariant, la hausse des frais d'inscription, et s'il y a marchandisation, à l'échelle européenne, ça n'est pas marchandisation des cursus. S'il y a marchandisation et s'il y a un invariant, il est dans la précarisation massive des personnels. Il y a un marché qui a été construit un peu partout, c'est le marché des personnels. Des précaires attirent l'arigot, avec dans des universités ou des pays où on frise les 90% de précaires. Sciences Po Paris, 90% de vacataires dans les gens qui font les cours. Hein. Et il n'y a pas que des conseillers d'État parmi ces vacataires. Il y a aussi beaucoup de crève-la-faim qui payent leur loyer sur le salaire qui leur est versé une fois par an. Donc il faut vraiment garder ça en tête. L'invariant, pour moi, c'est la précarisation. Alors c'est très intéressant parce que le 25 mai, aujourd'hui même, c'est aussi l'appel à la grève pour les précaires de l'enseignement supérieur français. Donc il y a une autre chose qui se passe pour le SR en France aujourd'hui et qui, à mon avis, poursuit les mêmes objectifs. Parce que ça n'est pas qu'une lutte catégorielle. Pour moi, c'est une lutte catégorielle qui atteint presque à l'universel, ou en tout cas au général pour l'université, puisque l'objectif de la précarisation, c'est quoi? C'est de changer les structures de pouvoir dans les universités, c'est de saper la collégialité, c'est d'instaurer un management et de conforter un management par le stress, par la peur, par l'évaluation permanente. C'est très intéressant, il y a eu des rafales d'articles dans le Times Higher Education et dans la presse anglo-saxonne ces 15 derniers jours sur le management par le stress dans les universités américaines et anglaises. Bizarre quand même les convergences. Bon. Donc, c'est absolument pas bizarre, hein, c'est le cœur en fait, c'est l'essence de ces réformes, puisque changer les structures de pouvoir et voler le temps aux gens qui font l'université. Être précaire, c'est ne pas avoir le temps. Ne pas avoir le temps long. Donc, tout l'objectif de ces réformes, c'est de nous voler le temps long, qui est le temps sans lequel il ne peut pas y avoir d'association entre enseignement critique et recherche. On oublie toujours la critique, hein, mais production, transmission et critique des savoirs. Et c'est la critique qui permet aussi la dialectisation des deux autres. Hein. En nous volant le temps long, on nous vole l'université. En nous volant le temps long, on nous vole l'université. Et c'est en pensant à ça, en voyant que c'est ça, l'invariant des réformes à l'échelle européenne, qu'on peut faire retour aux actualités nationales, par exemple à Parcoursup. Parce que Parcoursup, qu'est-ce que c'est? Si ce n'est une façon de voler le temps long à des gamins de 17 ans. En leur demandant à 17 ans d'avoir un projet professionnel intégralement conçu. Le combat est un combat pour le temps, parce que qu'un combat pour le temps, mais c'est aussi et c'est surtout un combat pour le temps, parce que c'est de ça qu'est fait le dernier bouquin de Rancière qui va sortir, est consacré à ça. Hein, la domination, être dominé, c'est ne pas avoir le temps. Et les structures du pouvoir néolibéral sont d'abord des structures de privatisation du temps, de captation du temps et de vol du temps, parce que il y a des insoumis dans la salle. Pour être insoumis, il faut se donner le temps. Il n'y a pas d'insoumission possible dans l'état d'urgence. Et Bologne, c'est l'état d'urgence européen pour les universités, et rien d'autre. Plus que la marchandisation, plus que... On est dans le passage à la société de contrôle. Bon, c'est un objectif anthropologique. Margaret Thatcher disait que son objectif n'était pas l'économie, que l'économie était un moyen, que sa finalité c'était de changer les âmes, d'accord? Donc, dans un objectif anthropologique. Et le rapport au temps, la question de la précarisation, c'est la matière de ça. Et je terminerai là-dessus en disant vraiment que la grève des précaires en France, les grèves des universitaires anglais pour leurs conditions de travail, les mouvements de précaires qui se structurent en Allemagne, Convention nationale des précaires allemands, la première a lieu la semaine prochaine. Donc voilà, les luttes de précaires en Europe avancent, existent, et c'est la voie à suivre. Et pour ça, il faut vraiment une solidarité, à mon avis, inconditionnée avec ces luttes, et notamment renoncer à ce discours bébête et faussement naïf, à mon avis assez largement intéressé de la part de certaines personnes, qui consiste à dire que la précarité serait la conséquence d'une austérité aveugle. La précarité n'est pas une conséquence, la précarité est une condition pour ces réformes. Et l'austérité n'est pas aveugle, elle est un moyen.